Merci infiniment. Bonsoir Éric Dupond-Moretti. Il est très dissipé sur le plateau, je vous le dis. Éric Dupond-Moretti, avocat, ancien ministre de la Justice, auteur de Juré craché, livre que je ne peux pas vous montrer parce que c'est Nathalie. C'est ce que c'est Nathalie qui l'a, mais enfin on va le voir, le voici. Juré craché, ce sont des entretiens avec Marc-Olivier Fogiel et c'est chez Michel Lafon. Ce matin, manifestation des proches de Nicolas Sarkozy pour l'accueillir à la sortie de chez lui, on les voit, puis un cortège de motos pour l'escorter en prison. Que vous a inspiré ce cérémonial? Pas grand-chose en réalité. Ce sont ses proches qui se mobilisent autour de lui. C'est ma foi quelque chose de tout à fait normal. Nathalie. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'en revanche, la dramaturgie, Gilles a utilisé le terme de cérémonial, mais la dramaturgie qui fait qu'on est au courant que c'est le comte de Monte Cristo qui le suit en prison, qu'il a fait référence au capitaine Dreyfus, la vie de Jésus, bon ça je passe... Trois innocents. Trois innocents, sans doute. Mais le capitaine Dreyfus, est-ce que vous pensez quand même que c'est quelque chose qui... vous allez me dire que c'est comme ça, mais c'est... Non, mais je vais vous dire... fort par rapport à... Ouais, écoutez, que lui se défende. Aller en prison, c'est pas facile. Que sa famille, que ses proches soient à ses côtés, rien à dire. Qu'en revanche, on en fasse des tonnes dans les commentaires, là, si vous me permettez cet anglicisme, c'est too much. Pourquoi je dis too much? Parce que ça ressemble à une forme de trumpisation de nos esprits et de nos mœurs. Bon, il va en prison, encore une fois, c'est pas facile. C'est l'ancien président de la République, ça heurte tout le monde, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, hein. Qu'on l'aime ou qu'on le déteste. Ça heurte pas tout le monde, hein. Il y a des gens qui éprouvent une espèce de jouissance à voir ces images. Oui, on peut pas se féliciter du malheur quand il s'abat sur d'autres, même sur des ennemis politiques. Voilà, moi je le vois pas du tout comme ça. Ce qui me choque, en réalité, c'est les commentaires, en particulier... Les autres ou les siens? Non, mais les siens, lui, il a tous les droits, il s'exprime. Par exemple, il dit dans un tweet ce matin, envoyé au moment même où il quittait chez lui, il dit « Mon incarcération est l'expression d'une vengeance, pas d'un jugement, d'une vengeance de la justice qui a porté la haine à un niveau inégalé. » Donc il ne parle pas de décision et de fait, il parle de vengeance et de haine. C'est ce qu'il dit lui. Ça vous choque? Oui, bien sûr. Parce que qui peut dire sérieusement qu'un juge, car il n'est question dans son expression que d'un juge, en l'occurrence la présidente du tribunal correctionnel, que cette femme a raison de la haine qu'elle éprouve à l'encontre de Nicolas Sarkozy, l'aurait condamné à 5 ans d'emprisonnement. Enfin, si ça existe dans notre pays, c'est extraordinairement inquiétant. D'abord, je rappelle que c'est une collégialité. Mais moi, que Nicolas Sarkozy dise « je suis innocent », j'interjette appel, dont acte. Il est d'ailleurs à nouveau présumé innocent. Et qu'il critique la décision en droit et en fait, oui, et que ses avocats le fassent. Mais qu'on n'aille pas nous raconter, c'est la haine d'un juge qui fait que Nicolas Sarkozy part 5 ans en prison. D'ailleurs, je vous fais remarquer très aimablement que c'est exactement la même défense que celle qu'utilise Marine Le Pen. Marine Le Pen, elle dit « je suis innocente ». Ses co-prévenus n'ont pas interjeté appel et ils sont donc coupables. Je veux le rappeler, Marine Le Pen, elle est présumée innocente. Pas tous, la moitié a interjeté appel. Oui, enfin ceux qui n'ont pas interjeté appel, c'est qu'ils sont coupables. Bon. Et là, elle dit, moi c'est la présidente du tribunal correctionnel, à qui j'en veux, qui est politisée, qui est syndiquée, et c'est une décision politique. Et Sarkozy fait pareil. Oui. Gérald Darmanin qui a annoncé hier matin qu'il irait le voir en prison et qui d'abord l'a vendu comme un travail normal, comme si le garde des Sceaux allait visiter tous les gens qui étaient emprisonnés. Est-ce que c'est pas quelque chose, comme l'a dit Rémi Yates, on en reparlera après, qui peut faire peser... Alors, écoutons-le tout de suite. Alors, écoutons Rémi Yates si vous nous direz ce que vous pensez de l'échange entre les deux. Il y a un risque, en effet, qu'une telle visite soit ressentie par les magistrats et c'est important, soit perçue par l'opinion comme une forme d'obstacle finalement à cette sérénité recherchée. Et de désaveu de la décision des magistrats? Je ne parle pas de désaveu, je parle de risque d'obstacle à la sérénité et de risque donc d'atteinte à l'indépendance des magistrats. Encore une fois, ce doit être notre objectif à tous. Il faut véritablement préserver de toute influence l'intervention des magistrats dans un dossier aussi sensible. Est-ce que ça se fait? Je ne sais pas ce que j'aurais fait, moi. Il y a deux choses.
Il y a le plan humain. J'aime quelqu'un, je suis son ami depuis longtemps, il est mon mentor, etc. Bon. Est-ce que je le trahis à une époque où beaucoup trahissent et où la loyauté n'est plus une vertu? On va y revenir tout à l'heure. Il me semble savoir de qui vous parlez, on en parlera. Oui, d'Attal, de Philippe. Bon. Donc il ne veut pas abandonner son ami. Je trouve que ça a de la gueule et de l'allure. En même temps, il est garde des Sceaux. Et institutionnellement, il y a la réaction qui est évoquée par Rémi Hetz. Compliqué. Franchement, je le dis, je ne sais pas ce que j'aurais fait. Mais Rémi Hetz, il va loin. Enfin, il va loin. Il dit que c'est une atteinte à l'indépendance des magistrats. Est-ce que le fait d'aller en prison, effectivement, soutenir quelqu'un qui a critiqué vertement les magistrats, est-ce que le garde des Sceaux donne l'impression de davantage soutenir les critiques des magistrats que de soutenir les magistrats eux-mêmes? Écoutez, le président de la République, il a reçu Nicolas Sarkozy. Il a dit, moi, je l'ai reçu humainement, parce que c'est un ancien président de la République. Je n'ai pas évoqué le dossier, je n'ai pas attaqué les magistrats qui ont rendu la décision, et je les ai même protégés. Et dans son expression publique, c'est vrai. Qu'est-ce qu'il y a à dire à ça? C'est pas moi. Je ne sais pas ce qu'ils vont se dire. Je ne sais pas ce que Gérald Darmanin, dans le secret du parloir, pourra dire à son ami Nicolas Sarkozy. En même temps, j'entends ce que Hetz a dit, mais j'entends aussi que quand on a un ami, voilà, ça a une certaine forme de panache. J'entends, mais est-ce que le ministre, ne doit pas prendre le pas sur l'ami? Non, mais vous n'allez pas me poser 50 fois la question. Je vous ai répondu, pardon. Je vous ai répondu. Si, vous m'avez répondu, vous avez dit il y a un ami et il y a un ministre. Oui, est-ce que le ministre, là, ne doit pas prendre le pas sur l'ami et s'abstenir d'aller voir son ami? Je n'en sais strictement rien, parce que s'il ne va pas voir son ami, il trahit l'amitié qui est la sienne. Et au fond, ça dépend ce qu'il va faire là, ce qu'il va lui raconter. Et en même temps, je comprends que Rémi Hetz, procureur général, puisse dire que ça pose problème aux yeux de certains magistrats. Je ne peux pas être plus clair que ça. Non. Alors, tout à l'heure, vous avez semblé, enfin, vous avez probablement refusé de mettre en cause les magistrats qui sont souvent condamnés et traités de tous les noms en considérant que c'est une magistrature qui est parfois de gauche. Vous insistez même dans votre livre en disant le syndicat de la magistrature, il y a peut-être des dérives, mais enfin, tout ça est raisonnable. Pourtant, vous avez la dent dure avec eux en général. Il y a une anecdote, et il y en a plein dans votre livre. Alors vous m'avez dit tout à l'heure, parce que je vous en ai parlé, que c'était une boutade, mais un jour vous dites qu'en gros, il y a deux catégories de magistrats il y a deux raisons de vouloir intégrer la magistrature. Vous dites qu'il y a ceux qui veulent rentrer par humanité, pour le choix du service public, le sens du service public, et d'autres qui veulent l'intégrer pour le pouvoir qu'elle confère. Et vous répondez à Marie-Lise Lebranchu qui vous parle de ça, je vous cite. Je lui avais dit que pour distinguer le bon grain de livret, c'est-à-dire les bons magistrats en devenir et les mauvais, il fallait instaurer une expertise psychologique et psychiatrique à l'entrée de l'école de la magistrature et 2 à la sortie. C'est pas non plus la déclaration d'amour la plus franche et massive vis-à-vis des magistrats. On laisse entendre que certains ont des comptes à régler. Non, mais attendez, d'abord c'est une boutade. Oui, enfin. Merci de le dire. Non, mais voilà. Ensuite, Rachida Dati l'a fait ça, parce qu'après la commission d'enquête d'Outreau, on a quand même vu le juge Burgot et on s'est posé quand même quelques questions sur les motivations qui avaient été les siennes. Et bien on a dit, il faut peut-être maintenant que l'on sélectionne davantage. Bon. Mais sélectionne d'un point de vue moral, avec un point de vue. Non mais. Chaque fonction. Un examen psychiatrique, c'est pas une sélection par les études. Non mais les études, ils ont tous le même niveau. D'accord. Ensuite, pourquoi veulent-ils intégrer une profession où il y a du pouvoir, notamment le pouvoir de placer en détention? Ça n'est pas rien. Vous avez ceux qui vont devenir d'excellents magistrats et qui l'ont fait, et qui le font parce qu'ils ont le sens du service public, qu'ils ont une certaine humanité, etc. Puis il y en a d'autres, ils le font pour régler des comptes avec eux-mêmes. C'est une réalité. Tous ceux qui ont été avocats ou magistrats plus de 2 mois, ils le savent, c'est une réalité. L'incarcération de Nicolas Sarkozy fait ressurgir le débat sur l'exécution provisoire, débat dont le président de la République souhaite rouvrir. Quant aux questions d'exécution provisoire, j'ai vu que plusieurs responsables politiques souhaitaient s'en emparer. Le président du Sénat l'a indiqué, le garde des Sceaux aussi. Je pense que c'est un débat légitime dans une démocratie, parce que tout le monde souhaite qu'il puisse y avoir des voies d'appel et de recours. Mais c'est un débat qui doit être mené dans le calme et indépendamment des cas spécifiques. Là aussi, pour que notre justice puisse se faire et puisse évoluer dans la sérénité
qui convient. Claire, est-ce que vous considérez que c'est juste par opportunisme ou opportunité, sens de l'opportunité, qu'il considère que ce qui est une loi de 2004 doit être remis en débat, notamment parce que ça a frappé Marine Le Pen qui pourrait l'empêcher d'être candidate et Nicolas Sarkozy qui le fait rentrer en prison alors que le double degré avec l'appel qui veut venir, ou est-ce que vous trouvez que c'est sain de mettre ça sur le tapis en sachant qu'on nous oppose toujours 85% ou 80% des condamnés le font et sont incarcérés au nom de l'exécution provisoire. L'exécution provisoire, Marine Le Pen, Nicolas Sarkozy ici en l'occurrence, pose la question évidemment du double degré de juridiction. Et c'est une entorse au double degré de juridiction. C'est-à-dire que vous êtes à la fois présumé innocent, mais inéligible. Pardon, il y a un petit souci. Ou présumé innocent, là en l'occurrence, et immédiatement, vous allez en détention. Ce qui est le cas de beaucoup de prévenus condamnés. Bon. Moi, j'ai dit, dans le livre d'ailleurs, que je n'aurais jamais porté un texte sur l'exécution provisoire. Marine Le Pen, je sais qu'on ne peut pas... La présomption d'innocence pour vous... me suspecter d'être... Faut-il porter un texte pour revenir sur cette loi? Mais bien sûr. Et d'ailleurs, on va aller regarder qui a voté ce texte. Oui, ça... Non, mais d'accord. Mais... Nicolas Sarkozy... Pardonnez-moi, quand même, ça se pose comme question. Bien sûr. Donc oui, il faut que l'on regarde, peut-être que l'on rétrécisse les conditions qui permettent au juge de prononcer une exécution provisoire. Voilà. Mais moi, j'aimerais revenir, si vous m'y autorisez, à la question qui, à mes yeux, est essentielle, qui est complètement dévoyée par les temps qui courent, de la syndicalisation dans la magistrature. En réalité, le juge, il est comme vous, comme moi, il a des opinions politiques. Et il a le droit de les exprimer. Et il a le droit d'être syndiqué. Il a le droit d'être religieux, d'être agnostique, peu importe. L'idée, c'est que lorsqu'il juge, il puisse se départir de certains préjugés et qu'il puisse juger en toute impartialité. Et moi, j'affirme qu'il y a de très grands magistrats de gauche, de très grands magistrats de droite, et l'inverse est vrai aussi. Et partant de là, si vous voulez, les amalgames, c'est-à-dire c'est très simple. Il y a des juges qui se départissent de leurs opinions et d'autres qui ne le font pas. La grande majorité des juges savent ce qu'est l'impartialité. Et ils luttent contre eux-mêmes pour être impartiaux. Et puis il y en a quelques-uns, c'est vrai, qui ne savent pas s'en départir. C'est une réalité, mais ça n'est pas la majorité. Et ça n'est pas parce qu'un juge est syndiqué qu'a priori, vous devez dire que la décision qu'il va rendre est entachée de je ne sais quelle mauvaise intention. D'ailleurs, en droit, et je termine par là, la mauvaise foi ne se présume pas. Mais il y a c'est un principe cardinal. J'avais cru comprendre quand même, en vous entendant d'autres fois, qu'il n'y a pas grand-chose pour vérifier, non pas vérifier, mais contrôler. C'est-à-dire que les magistrats, ça reste une profession où on peut faire tout ce qu'on veut, ou pas tout ce qu'on veut, mais on ne peut pas dire qu'il y a un contrôle comme il peut y en avoir dans un certain nombre de professions. Et même dans le droit administratif, où il y a une responsabilité du fait de l'État pour les actes de médecine, on a l'impression que sans arrêt, ça progresse pour les policiers, pour tout. Et en gros, les magistrats... Non, on ne peut pas dire ça. Moi, je suis le garde des Sceaux qui est le plus saisi le Conseil supérieur de la magistrature. Avec quel résultat? Avec des résultats. Et puis j'ai simplifié les voies d'accès pour les justiciables qui ont été maltraités par les magistrats. J'ai permis que dans la simplicité, parce que c'était très complexe avant, ils puissent saisir les instances disciplinaires des magistrats qui les ont maltraités. Et quand je suis arrivé, sur les 2500 plaintes de justiciables, aucune d'entre elles n'avait donné lieu à sanction. Les choses, elles 2500. Les choses, elles ont changé de ce point de vue-là. On a simplifié les voies d'accès pour le justiciable. Et moi, j'ai saisi le Conseil supérieur de la magistrature. Et chaque fois que je l'ai saisi, à vrai dire, une sanction a été prononcée. Donc les choses sont en train, c'est vrai, d'évoluer. Il reste encore beaucoup de choses à faire parce que le corporatisme et l'entre-soi existent toujours au sein de l'institution. Mais ça ne se décrète pas, ça. Il faut du temps, il faut mettre les choses en place, etc. Il y a un corporatisme chez les journalistes. Il y a un corporatisme dans la police, chez les avocats, chez les magistrats. Bien sûr, c'est une réalité. On va parler un petit peu de politique, si vous le voulez bien. Vous parlez dans le livre longuement d'Emmanuel Macron. Vous dites c'est un homme intellectuellement hors norme. Vous ne dites pas il est intelligent, vous dites il est intellectuellement hors norme et vous soulignez sa faculté à démêler la complexité. Est-ce que l'intelligence suffit pour un président de la République? Je n'ai pas dit que c'était une condition suffisante. Il y a évidemment d'autres choses. Mais nécessaire, mais pas suffisant. C'est quand même indispensable, ouais.
Ouais, si demain on élit un imbécile, vous allez voir la différence. Alors, je vais vous poser la question plus directement. Vous qui connaissez l'âme humaine, comment vous expliquez-vous qu'un homme que vous trouvez si intelligent, eh bien, qu'il lui arrive quand même de se fourvoyer? Comme vous, comme moi, comme. Mais moi, je suis pas d'une intelligence hors norme. Enfin, vous voudriez quoi, qu'il soit extraterrestre, inhumain? Bien sûr qu'il y a un certain nombre d'erreurs qui ont été commises, mais pour le reste, on va quand même reconnaître ensemble qu'il y a un Macron's bashing qui est absolument insupportable. Enfin, sur certaines chaînes concurrentes, même quand il dit bonjour, c'est mal dit. Je vais vous donner un exemple, moi. La Covid, durant cette période, vaccin gratuit, d'accord, prise en charge du chômage partiel. Les boîtes sont aidées, prêts garantis. Et tout le monde, tous nos partenaires européens disent quand même il est fort, ce Macron. Aujourd'hui, on est passé du quoi qu'il en coûte, j'ai entendu ça dans la bouche de l'un de vos confrères, au n'importe quoi qu'il en coûte. Et un morceau avalé n'a plus de saveur. Le chômage, l'attractivité de la France, l'apprentissage. Bon, aujourd'hui, on ne reconnaît pas grand-chose. Mais notre pays, cher monsieur, est un pays régicide. Vous voyez? Et on a beaucoup de mal avec le politique. Et moi, je dis que la prochaine, ou le prochain président de la République ne connaîtra même pas un état de grâce de 2 mois. Il n'y en a plus là maintenant du tout. Il n'y en a plus, c'est fini, terminé. Donc voilà, et puis un certain nombre d'autres choses. Dans toutes les grandes démocraties, on conteste le pouvoir. Vous l'avez vu, ça, il n'y a pas qu'en France, c'est pas un problème franco-français. Il y a des tas de facteurs. D'ailleurs, sur scène, j'essaie de décortiquer, dans le livre aussi d'ailleurs, longuement le pourquoi de la détestation de nos compatriotes à l'encontre de leur politique. Il y a un certain nombre de facteurs qui font que, oui, il y a une défiance de plus en plus importante en France, ailleurs, en tous les cas, dans toutes les grandes démocraties. Alors, je vais vous faire entendre Édouard Philippe. Je sens que ça va vous l'attendre. Ça va vous faire plaisir. Je sens que ça va vous faire plaisir. Parce que vous avez raison, ils sont nombreux désormais à critiquer ouvertement le président de la République, même parmi ses anciens premiers ministres. Gabriel Attal qui dit ne pas le comprendre, et Édouard Philippe qui dit ne rien devoir au président de la République et qui veut des élections anticipées. C'était chez Caroline Roux sur France 2. J'ai beaucoup de respect pour le président de la République qui m'a nommé Premier ministre, mais je ne lui dois rien. Il est venu me chercher et puis il a cessé ce travail collectif que nous avions engagé quand il l'a souhaité et il en avait parfaitement le droit. J'aimerais que le président de la République, je trouve qu'il s'honorerait à trouver la façon la plus digne pour lui et pour les institutions de régler cette crise. L'honneur, la dignité, il est à la loyauté ce que Richter est au séisme, une référence. D'ailleurs, quand il n'est plus au gouvernement... Vous aimez bien cette citation. Mais j'adore. Écoutez, parce que je trouve qu'elle est signifiante. Quand il quitte le gouvernement, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, mais je vais vous montrer, moi, comment je suis loyal. Loyal et libre, il avait dit. Loyal et libre. Bon, libre, on l'a vu. Loyal, c'est discutable. Et je ne dois rien à Emmanuel Macron. Pardon, il lui doit tout. C'est pas rien d'être nommé Premier ministre de ce pays. Excusez-moi, enfin... Il ne le connaissait pas. Pardon? Surtout qu'il ne se connaissait pas avant. Mais bien sûr, il va me chercher. Oui, il va me chercher, d'accord. Mais enfin, c'est lui qui est allé chercher le président de la République. Je lui dois rien. C'est quand même extraordinaire. Et puis, pardon, autre chose, pardonnez-moi. Il aspire à la plus haute fonction, Édouard Philippe. Mais l'élection présidentielle, c'est un quinquennat, 5 ans. Oui. Donc là, qu'est-ce qu'il dit au fond? Il dit, si je suis élu, moi, au moindre mouvement de protestation, on va réduire la voilure. Et dès que l'opinion publique, dont on sait qu'elle est versatile, ne sera plus de mon avis, moi aussi, je vais démissionner. Donc vous croyez qu'il sabote la fonction présidentielle? Totalement. En tous les cas, il la désigne. Il prend le risque de faire une jurisprudence, enfin de faire un précédent. Mais oui, mais bien sûr. Et à l'inverse. Mais bien sûr. Et il la désigne par rapport à ce qu'elle est dans notre Constitution. Lui, il fait de la politique, Gabriel Attal aussi. Oui. Mais ils estiment qu'ils ont le droit de juger les actes du président de la République. Est-ce que vous, à l'inverse, vous n'êtes pas dans une. Voilà, vous dites l'honneur, la fidélité, dans une conception romanesque, excessive. Enfin, eux usent peut-être un peu trop de leur droit d'inventaire. Peut-être que vous l'interdisez trop. On a l'impression que c'est quelqu'un qu'on ne peut pas critiquer. Non, mais ça c'est votre jugement à vous. C'est ma question. Non, c'est un jugement. Et je n'ai aucune envie de le partager. C'est le vôtre. Moi, je pense... Pardonnez-moi, excusez-moi, Édouard Philippe, là, il n'a pas fait d'erreur, lui. Les 80 km/h. Vous voulez que je vous reparle un peu des Gilets jaunes? Il a oublié ça. Donc, il arrive au gouvernement, il sort de nulle part. Enfin, oui, de la ville du Havre, pardon, je ne veux pas être... désobligeant, il devient Premier ministre. Pas rien, quand même. C'est pas Maubeuge. Pardon? C'est pas Maubeuge.
Éric Dupond-Moretti est né à Maubeuge. Voilà. J'explique là. Merci, Madame Saint-Cric. C'était une précision extraordinairement utile. Non, biographique et très utile. Bon, bref. Voilà, il sort de là, il dit je vais être loyal, je vais vous montrer comment on est loyal, libre et loyal. Vous avez rappelé ça. Ben, il ne l'est pas. C'est ce que vous voulez que je vous dise. Il reste 1 an et demi. Et il pense quoi se démarquer. Et puis Gabriel Attal, c'est exactement la même chose. Qu'aurait-il été sans Emmanuel Macron? Alors ensuite, évidemment. Il ne demande pas son départ. Non mais, pardon, mais il dit je ne comprends plus. Alors, on peut. C'est le cas de pas mal de Français. Non mais on peut ne pas être d'accord avec la politique conduite par le président de la République. Il y a des divergences qui s'expriment d'ailleurs. À l'Assemblée, vous avez vu, il y a des divergences qui s'expriment, même au sein, j'allais dire, du groupe présidentiel. Bon, on peut exprimer ça. Je pense que François Bayrou, pas toujours d'accord avec Emmanuel Macron, voilà, ça c'est une réalité. Et on a de la liberté là dans l'expression, mais pas ça, mais pas comme ça. Est-ce que vous épargnez dans votre jugement, Gérald Darmanin, parce qu'on sait que vous l'écrivez d'ailleurs, c'est écrit noir sur blanc dans votre livre, qu'en gros vous avez, contrairement à ce qu'on a dit au début, vous avez eu de très bonnes relations, mais là. On a quand même l'impression effectivement que le ton de Gérald Darmanin a un peu changé. Disons que vous écrivez que sa stratégie vous étonne et que lui-même vous étonne, faisant référence notamment à la construction d'une prison en Guyane, un certain nombre de choses. Et vous dites la proximité de la présidentielle peut expliquer le changement de positionnement radical. Est-ce que vous pensez qu'ils deviennent tous dingues? Tous, j'en sais rien. D'ailleurs, elle est habilement posée la question, parce que déjà dans tous, vous me mettez Gérald Darmanin, moi j'ai pas dit qu'il devenait dingue. Ce que j'ai dit, chère madame, c'est que... c'est la vengeance de Maubeuge. Non, c'est ça. Il y avait un couple que je trouvais équilibré et qu'il l'était, intérieur-justice. Ça n'avait pas toujours été le cas dans la Ve République. Et Retailleau-Darmanin, c'était moins équilibré. Darmanin, c'est 2 ministres de l'Intérieur. Et il y en a, à mon avis, un de trop. Voilà ce que je pense. Avec des choses que j'ai trouvées incroyables. Commenter des décisions de justice, par exemple, pour dire qu'elles ne sont pas à la hauteur. Là, je note que le ministre de la Justice n'a pas commenté la décision qui frappe Nicolas Sarkozy. Moi, ça me choque. Je l'ai dit. Et puis, il y a un certain nombre... Supprimer le sursis, un certain nombre d'autres mesures qui, à mon avis, sont dans l'air du temps. Mais il faut se méfier de l'air du temps. Vous savez, on a célébré Robert Badinter il y a quelques jours. Et l'une des grandes leçons de Robert Badinter, c'est qu'il a eu le courage politique de ne pas être et de ne pas suivre l'opinion publique. Pour la peine de mort, notamment 67%. Ah, mais pas que. 67%. L'homosexualité et un certain nombre d'autres choses. Il est allé à contre-courant de l'opinion publique. Je rappelle votre livre, Juré craché, chez Michel... Ah oui, pas classé, hein. Bien sûr, vous y racontez ces 4 ans à la Chancellerie, ce que vous ferez également sur scène, puisque vous avez un nouveau spectacle qui s'appelle J'ai dit oui, qui est mis en scène par Philippe Lelouch. Oui. Mais dans la vie, vous ne faites pas que comédien, vous allez reprendre la robe. Sans doute, j'ai une boîte de conseils là. Mais pas au pénal. Mais sans doute pas dans le judiciaire. Et je me laisse jusqu'à la fin de l'année. Et vous avez dit quand même une phrase que j'essaie désespérément de retrouver, j'aurai pas le temps. Ouais, mais je vais vous dire où elle est, je connais pas. J'ai une question. Vous dites, vous serez amené, si vous êtes avocat, vous serez quand même amené à plaider face à des magistrats dont vous avez été le ministre. Mais non, mais vas-y, je trouve plus la citation, donc. En disant, en gros, j'ai peur de tomber face à des abrutis. Non. Parce que... Vous n'avez pas dit abruti, c'est pour ça que je cherche le mot. Mais non, j'ai pas envie de tomber devant un magistrat qui me dira, par exemple, écoutez, vous n'êtes plus garde des Sceaux, vous voyez, ce genre de choses, j'ai pas envie de le vivre. Ou qui se vengerait, même si c'est pas le genre. Ou qui donnerait un petit coup de patte. Oui, j'ai pas envie de vivre ça. À mon âge, ça va. À l'inverse, vous allez être amené à plaider devant des magistrats qui ont été promus pendant votre mandat. C'est pour ça que je vous dis que je n'ai pas envie de faire du judiciaire. Vous voyez, vous anticipez les précautions qui seront que je prendrai et qui seront la médiocrité de certains magistrats. Vous n'avez pas envie de la subir. Vous avez envie de subir la médiocrité de quelqu'un ou d'un interviewé, d'un je sais pas. Non. Ça m'arrive. Mais ça existe. Ça existe. Moi, j'ai toujours dit, on a caricaturé un peu mon propos, qu'il y avait de très grands magistrats. Et il y a de grands magistrats parce qu'il y en a des petits. Et c'est vrai chez les avocats, et c'est vrai chez les journalistes, et c'est vrai chez tous ceux qui ont des fonctions visibles et que les autres peuvent regarder. Voilà, bon.
J'ai pas envie de revivre ça, c'est vrai. Eh bien, moi, j'ai la chance d'animer cette émission avec une grande journaliste. Merci, Voilà. merci. Vous avez bien de la chance. Merci Nathalie, merci Éric Dupond-Moretti. Dans un instant, les informés. On se retrouve demain.